Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Andrea Vilchange, bonsoir Zélie d'Allemagne, c'est vous qui ce soir réalisez cette émission. Quelle comédie, l'émission consacrée à l'actualité de la comédie française dans un peu moins de 3 semaines, la première de Médée, d'après Euripide, sera donnée salle Richelieu selon une adaptation et dans une mise en scène de Lisa Boas-Ubrecht avec dans le rôle titre Séphora Pondy et dans celui de Jason Suliane Brahim. Bonsoir et bienvenue à toutes les trois. Bonsoir. Alors Lisa Boas-Ubrecht, je vous présente en quelques mots. Vous êtes autrice, metteuse en scène depuis quelques années. Vous vous êtes imposée sur la scène européenne, d'abord flamande, puis européenne, voilà, comme une voix à la fois puissante et nouvelle. Le public français a découvert votre travail en 2018, c'est cela, avec Hamlet. Hamlet, oui, c'est voilà, vous avez le goût des grandes épopées, vous aimez explorer des territoires qui sont un peu au confluent du bien et du mal, vous aimez voilà, des endroits où le théâtre vient brouiller les certitudes des spectateurs. Et Médée est votre première mise en scène à la Comédie Française. Voilà, vous commencez par la salle Richelieu, en toute simplicité. Séphora Pondy, bonsoir. Alors, Séphora, vous êtes entrée à la Comédie Française en 2021 avec un spectacle voilà, sur un texte contemporain, 7 minutes, de Stefano Massini, mise en scène de Maëlle Poésie. Vous avez joué ensuite Madelon dans une version contemporaine, des Précieuses Ridicules, au Vieux Colombier. Et puis cette saison, vous étiez Kent il y a quelques semaines dans Le Roi Lear de Shakespeare, mise en scène de Thomas Astermeyer. Vous êtes aujourd'hui Médée. C'est une saison un peu intense. C'est rare, voilà. Shakespeare et Euripide. Suliane Brahim, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes sociétaire de la troupe, vous êtes entrée ici à la Comédie Française en 2009, vous êtes sociétaire depuis 2016. La liste de vos rôles, de vos faits d'armes ici et ailleurs est trop longue. Je l'ai consultée voilà, avant de faire cette émission pour que nous nous y arrêtions précisément. Dans le désordre, vous avez joué Électre, Juliette, Elvire, Prouez, Elena, récemment dans Oncle Vania, l'Odéon. Vous êtes également actrice au cinéma, vous êtes l'héroïne d'une série qui s'appelle Zone Blanche, et vous jouez Jason, le mari, traître, voilà, qui par ambition, en tout cas c'est comme ça qu'on le décrit, abandonne Médée pour la fille du roi Créon. Vous êtes actuellement toutes les trois en pleine répétition, puisque, comme je le disais en introduction, cette pièce, enfin la première de la pièce a lieu le 12 mai, donc dans un petit peu moins de 3 semaines. Je m'adresse à vous, peut-être pour commencer, Lisa Boas, avec quelques mots d'Éric Ruff, voilà, qui est l'administrateur général du théâtre, hein, qui vous a invité à venir mettre en scène une pièce de votre choix. J'ai vu son Hamlet et j'ai été saisie par la maîtrise totale de ce qui échappe à ma génération, un mélange si fort qu'il en devient simplement évident, de danse, de théâtre, de joie, de liberté narrative non genrée, d'invention et de puissance. Voilà, ça, c'est ainsi qu'il parle de vous, en tout cas. Vous vous emparez donc du mythe de Médée, joué à la Comédie Française depuis à peu près le début, hein, depuis le XVIIe siècle, dans sa version Euripide, mais aussi dans la version de Corneille. Quelle est votre compréhension à vous de cette grande héroïne d'Euripide? À vous, donc, une compréhension que j'imagine être contemporaine, en tout cas si j'en crois Éric Ruff. Oui. Votre vision, on va dire, peut-être plus, de ce personnage. Oui, pour moi, c'était quand j'ai lu la première fois la version de Florence Dupont. Oui, qui est votre traductrice. Oui, la traductrice. Et je trouvais la langue très accessible et je comprenais cette histoire dans une autre manière qu'avant. Pour moi, en fait, cette histoire est très grande. C'est un archétype. C'est quelque chose qui était là depuis la jeunesse, je crois, les mythes de Médée. Mais quand j'ai lu le spectacle, pour moi, c'était intéressant pour voir toute la narrative, toute la chronologie, toutes les choses qui sont passées pour elle. Et pour moi, c'était une manière de découvrir ou de mettre en scène
comment elle peut, dans son deuil, parce qu'elle, d'une certaine manière, elle a perdu son homme, elle a cette relation, à un certain moment, c'est Jason qui a choisi de se marier avec Créus. Elle est laissée seule. Comment, dans son processus de deuil, elle peut venir vers différentes étapes pour devenir une déesse. C'est quelqu'un qui utilise tout son malheur pour en fait venir vers un autre statut de la vie. C'est une manière de trouver une sorte de consolation, une manière dans son isolement, de devenir plus grande pour transgresser son douleur. Et oui, pour moi, ça me parlait beaucoup si je imaginais une scénographie fluide, une scénographie liquide qui est en train de changer, une sorte de machine qui change ou transforme avec elle. Donc, pour moi, la scénographie et l'intérieur ou l'état de l'intérieur de Médée sont liés. Et quand j'étais en train de réfléchir sur ça, quand j'étais en train de dessiner, au début j'ai fait des premiers dessins. Oui, c'était immédiatement, il y a beaucoup des images qui sont venues à ce moment-là. Et donc, après, il y a aussi des autres choses à dire, bien sûr, sur le caractère. Par exemple, Médée parle aussi beaucoup sur son exil, se parle sur le deuil, c'est une histoire de l'amour. Comment est-ce qu'au milieu de tout ça, vous faites le tri? C'est-à-dire, est-ce qu'on va aller du côté de l'exil? Est-ce qu'on va parler plus avant de vos choix? Mais comment, à quel moment vous donnez une orientation plutôt qu'une autre? Est-ce que c'est avec les comédiens sur le plateau? Est-ce que c'est dès le départ avec le texte de la traductrice Florence Dupont? Comment vous arbitrez en fait? Je crois votre Médée à vous, elle sera. Bon, j'ai vu donc un filage, donc une première intention de ce qui sera donné dans 3 semaines. Elle est différente de la Médée dans laquelle Jean-Marie Huppert en 2001. Il y a forcément des choix à faire. Ah oui. Honnêtement, je n'ai pas beaucoup vu de différentes Médées. J'ai vu de Pasolini, bien sûr, c'était tellement fort. Mais pour moi, la première chose arrive toujours au début, avec le scénographe, avec le costumière. C'était vraiment quelque chose de très visuel, en fait. Et ce parcours. Et c'est après, quand je suis en train d'adapter le texte, c'est souvent pour ce processus de scénographie peut être lié avec ça. Et à ce moment, quand le comédien arrive, c'est tellement intéressant de aussi échanger le texte. On a fait une lecture, je crois, 6 mois avant la première répétition. Et à ce moment aussi, pour échanger le texte, pour voir comment il se sentit avec de collecter des différents feedbacks. Mais c'est aussi bien sûr avec le dramaturge. Donc c'est une grande évolution, un développement du travail du texte jusqu'à la scénographie, jusqu'à le travail d'acteur. Il y a aussi des autres gens qui contribuent à la pièce, par exemple la musique de Niels van Hertum ou la danse de la Tijen Lauten. Donc il y a beaucoup de différentes vues sur la pièce et ça m'aide vraiment de créer un spectacle total. Est-ce que, je pose la question à toutes les trois, je mets la question au milieu de la table, est-ce que Médée est un personnage qui fait écho à l'époque que nous vivons ou est-ce qu'on n'a pas besoin de cela pour faire du théâtre? Je crois que ça n'est pas totalement nécessaire de créer un lien avec le contemporain, mais en même temps, il y a beaucoup de choses, spécialement dans ce texte Euripide, qui parlent sur, il y a beaucoup de liens avec une situation très contemporaine. Donc c'est toujours une sorte de mariage entre les choses qui sont sans temps, en dehors temps, et les choses qui sont vraiment connectées avec une vibration d'aujourd'hui. Séphora, je vois. Oui, moi j'ai pas le sentiment. Enfin, en tout cas, je n'ai pas de relation particulière avec ce qui peut se passer dans mon époque. Et je pense qu'effectivement, cette histoire-là, comme tu le dis quand tu parles de la Genèse, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est une histoire très archaïque, qui est hors du temps, effectivement. Et j'ai personnellement pas spécialement besoin de créer des ponts. J'accepte cette fiction comme elle est, à savoir comme un mythe, et donc quelque chose qui sera là de manière immémoriale d'une certaine façon. Et comment
on s'approprie le mythe. À un moment donné, en tant que comédienne, il faut l'intégrer charnellement presque. Oui, déjà je pense que la langue, c'est quand même une bonne porte d'entrée, pardon. Parce qu'en fait, c'est comme ça, enfin, c'est par là qu'on s'en empare dans un premier temps, à mes yeux. Et pour le reste, ce qui me plaît beaucoup, c'est d'essayer de traverser des états de corps qui sont pas des états de corps quotidiens. Et pour ça, la présence de Tigène était super parce qu'elle nous a aussi beaucoup orientés sur la présence de Tigène. Oui, oui, d'accord. Oui, voilà. C'est un travail chorégraphique qui est important. Oui, après, je sais pas si on peut parler de chorégraphie à proprement parler, mais par contre, c'est clair qu'il y a il y a beaucoup de traces de choses qui sont pas tout à fait dansées, mais qui sont toujours à la frontière entre un corps qui agit de manière relativement normale et en même temps des traces un peu de danse, de mouvement. Il y a beaucoup ça dans nos parcours, et je pense que pour un rôle comme celui-là, ça peut donner beaucoup de matière, de chair, d'aller chercher dans le corps des endroits étranges, des postures étranges, des sons étranges. Oui, génial. Génial. Vous avez joué Electre dans Electre Oreste, vous ici, et en Grèce d'ailleurs, sur la scène du théâtre d'Épidore, sous la direction d'Ivo Vanov. Vous connaissez ce théâtre d'Euripide, vous le connaissez intimement. Quelle est votre vision je dirais, de l'acception d'Euripide, d'Elisabeth ou Brecht? Vous êtes face à deux metteurs en scène, voilà, qui vont avoir forcément une compréhension de tout cela différente. On ne parle pas des mêmes personnages, mais de la langue, en fait, alors, je ne sais pas si c'est un point commun entre Ivo Vanov et Elisa Boa, ou si c'est juste lié à Euripide. Mais c'est vrai que déjà, en fait, dans Electre Oreste, il y avait une lecture aussi politique dans le choix d'Ivo Vanov de monter Electre Oreste. Et une fois qu'il nous l'avait dit en une phrase, on n'en a plus jamais reparlé. Mais moi, je sais que ça m'accompagnait tout le temps. Et c'est par ça d'ailleurs que j'étais connectée avec des choses d'aujourd'hui. C'est vraiment du coup une question, un point, parce que ça parle aussi de politique. Enfin, il y a un aspect politique. Et en fait, c'est pour moi en tout cas un peu pareil avec Lisa Boas, c'est-à-dire que sans qu'elle nous en parle, je pense, dans ce qu'elle nous transmet de sa lecture de l'œuvre. Je peux choper ça aussi, en fait. Aussi une lecture politique de cette pièce. Et après, elle n'en dit elle vous donne plus. Et vous le malaxez de votre côté avec ce Oui, mais je trouve que cette lecture-là, moi, m'aide justement à me décharger après de plein de choses. C'est presque pour moi le moteur, en fait. Et tout à l'heure, vous parliez d'ambition, par exemple, pour Jason. Pour moi, depuis le début... ce serait pas forcément ça. C'est aussi que lui-même, il le dit d'ailleurs, moi, le banni, l'exilé, le réfugié, le clandestin, quelle plus belle occasion pouvais-je rencontrer pour m'en sortir que d'épouser la fille du roi. C'est-à-dire que lui aussi, il vient c'est un étranger, il vient d'ailleurs, et il le dit, si on prend le texte tel qu'il est, et qu'on met un peu de côté un adultère entre un homme et une femme, en fait... oui, c'est son choix. Après, il va le payer cher, mais de penser que là, une porte s'ouvrait là, et qu'il le fait pour ses enfants, et il le fait aussi pour m'aider. Après, il lui demande trop, en fait, parce que certainement qu'il lui demande quelque chose qui est pas acceptable. Mais et ça, c'est un projet qui devient politique aussi, en fait. C'est pas un truc individuel, non, une sombre histoire d'adultère. J'ai l'impression du coup même que c'est des textes qui se connectent au monde, à plus grand que nous, et ça parle de choses plus grandes que nous, en fait. Mais même de pays, comme si autour de Médée, il y a un pays, il y a autour de chaque personnage, il y a une géographie. Ouais. Et ça, c'est pas... Et en fait... depuis le début, et puis il y a encore quelques temps, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, parce que, par exemple, moi, je joue un personnage masculin, des acteurs jouent des personnages féminins, et finalement, il y a
une seule figure masculine dans la pièce, qui est Crayon, qui est joué par un homme. Sinon, on est quand même dans un gynécée. On est entre... Il y a du féminin, il y a des femmes sur le plateau, et donc après... même si Lisa Bois nous en parle pas à chaque répétition et tout le long des répétitions, ça c'est un truc que nous c'est palpable depuis le début. On est dans la maternité, on est dans le corps des femmes, on est dans l'enfant, dans porter un enfant, ne pas pouvoir porter un enfant, et ça, je trouve que c'est quand même, en tout cas pour nous, sans avoir à le prendre en charge, une partie du travail, du spectacle, d'un angle d'attaque. Le spectacle va interroger. En tout cas, nous, on est connectés à ça, je crois. Et donc, on est un peu, du coup, pas au-delà, mais évidemment, loin de l'adultère et au-delà du genre aussi. Et au-delà du genre, et du coup, on est dans l'amour. Lisa Bois. Oui. Dans l'amour. Vous êtes dans le love, Isabelle. Non, mais vous jouez Jason. Anna Servinka joue Égée. Et beaucoup des personnages masculins sont joués par des femmes. Au-delà de petits twists dramaturgiques, ça vous sert à quoi, ça? Oui, dans notre texte originel, il y a beaucoup de références à la sexualité, à les différents genres, à la fertilité, l'impossibilité d'avoir des enfants. C'est une lien qui revient aussi dans nos spectacles. Donc, ça m'a parlé beaucoup sur l'amour. Je crois à la fin, nous sommes réussis à construire un lien pour un personnage qui est nouveau dans le spectacle, que c'est Aphrodite. Dans l'original, c'est pas vraiment un rôle dans l'original, donc c'est quelqu'un qui je mets dedans, et c'est la nourrice, mais aussi Médée, qui met en procès ce Aphrodite. Elle est responsable de l'amour, elle est responsable des choses responsable en la fin, peut-être même sur cet infanticide. Et c'est aussi Médée qui va tuer l'amour dans la pièce pour être capable de tuer. Donc l'amour est vraiment présente. Et pour moi, cette relation entre Jason et Médée, maintenant jouée par deux femmes, aussi c'est pas totalement une question, est-ce que c'est un homme ou une femme? On se laisse un petit peu ouvert, on n'insiste pas à vraiment définir femme et homme dans la pièce, mais j'ai le sentiment, quand Jason est une femme, quelque chose arrive avec son caractère Jason devient plus vulnérable ou devient un petit peu plus fragile, parce que s'il parle sur la responsabilité d'être une femme, parce que par exemple il parle sur Médée des choses comme je prendre soin de toi femme, donc il souligne un petit peu que Médée est une femme. Et ça m'a touché beaucoup, parce que si c'est une femme qui dit ça à une autre femme, c'est un petit peu pour éliminer son propre féminité, ou qu'il est en train de batailler aussi sa propre féminité. Et ça donnait une nouvelle ligne une nouvelle couche dans cette relation très complexe, mais qui nous permettait aussi un Jason très émotionnel. Et en fait, c'est une histoire de l'amour entre eux deux. C'est pas seulement l'histoire de la haine, où la haine ou l'amour sont totalement connectés. Et même dans la rupture, il peut être encore beaucoup de l'amour. Et ça, c'est pour moi quelque chose très très imaginable, ou la chose de radicalité d'une rupture, ou de radicalité de l'amour peut être très très loin. Et donc les imaginations, quand ça plonge dedans, il y a des paysages qui peuvent arriver dans la tête, paysages aussi scénographiques, des paysages théâtrales. Comment est-ce que parce qu'il y a quand même une histoire avec Médée, c'est qu'elle tue ses enfants. Ouais. C'est finalement cela plus que son personnage qui est mythologique. Comment est-ce que vous vous débrouillez de l'incompréhension suscitée par son geste, de la fascination suscitée par son geste? Est-ce que vous le posez et puis vous décidez que le spectateur va se débrouiller face à ça, ou est-ce que vous tentez une explication?
Parce que c'est une des difficultés avec cette pièce, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet élément-là qui est énorme au milieu. Oui, mais on ne peut pas totalement expliquer parce que ça devient quelque chose. On ne sommes pas là pour expliquer. Ni excuser. Oui, ni excuser. Oui, c'est impossible pour vraiment comprendre cet acte. Oui, je ne sais pas, Sephora, comment tu... Est-ce que ça vous fascine? Est-ce que ça... cette mère infanticide, voilà, cette femme dont on dit dans votre texte qu'elle est magnifique, c'est une femme qui tue et c'est une femme magnifique. Oui, est-ce que vous avez les unes les autres, en tant qu'actrice, mais aussi spectatrice, lectrice, cette forme de fascination pour ce personnage? Je ne sais pas si c'est le mot est le... Enfin, ceci dit, je ne sais pas si le mot est vraiment le bon, mais par contre, c'est sûr que c'est... J'ai lu cette pièce quand j'étais assez jeune, quand j'étais adolescente, et c'est vraiment le rôle que j'avais vraiment envie de jouer depuis un certain temps. Pourquoi? C'est parce que je pense qu'à 14-15 ans, quand tu lis beaucoup et que tu te retrouves à lire des histoires de personnes qui se dévorent ou qui tuent leur progéniture, en fait, il y a une énormité, il y a quelque chose d'une transgression ultime qui est hyper jubilatoire, hyper excitante, hyper étrange quand t'es très très jeune. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti en lisant ça. Je pense que c'est à peu près la même chose que pour des jeunes gens qui regardent des films d'horreur. Pour moi, c'est du même... Oui, c'est ça, c'est du même type. Je sais pas si j'ai pas de la fascination pour le meurtre en soi, mais j'ai de la fascination peut-être pour une chose qui est inadmissible, qui est incompréhensible, qui est inacceptable. Parce que je trouve que ça, en tant que lectrice, en tant que spectatrice et en tant qu'actrice, c'est les choses que j'ai le plus envie de jouer, à savoir des choses qui sont hors du commun. Qui sont hors du commun, qui ne sont pas des petites histoires, qui sont des grands affects, des grandes tragédies. Oui, de faire des choses en fait qui seraient de toute façon qui ne peuvent se faire que là, sur un plateau, parce que je savais que ça me mettrait dans certains états. En fait, c'est ça qui me plaît plus que l'infantile en tant que tel, que j'ai du mal à me représenter. Par contre, de jouer quelque chose qui me met dans un certain état, ça me là. Suliane, oui. Votre idée de m'aider? En même temps, là, c'est particulier parce que je me suis un peu concentrée sur Jason. Donc, quand j'ai rencontré Elisa Boa, comme elle m'a tout de suite parlé de Jason, donc je pense qu'assez vite, en plus, c'est une pièce moi que je connaissais pas bien. Non. Et même, j'avais pas forcément vu celui avec Isabelle Huppert, celui aussi avec Valérie Dréville, j'en avais entendu parler, donc j'ai presque plus j'en ai entendu parler, mais je connaissais pas bien. Et c'est vrai qu'en fait après je me suis très vite concentrée pour essayer de comprendre, puisque Lisa Bois me proposait Jason, d'essayer de comprendre ce que peut-être Lisa Bois voulait raconter, et c'est une façon un peu étrange d'aborder l'œuvre aussi en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est vrai que c'est plutôt par Jason que j'ai abordé le truc. Et donc en fait maintenant je suis troublée de voir comment quand je vois Sephora travailler et tout ce qu'elle propose pour ce personnage, je me dis waouh, avec la lecture aussi de Lisa Boa sur le fait après comme elle dit à la fin d'ailleurs, tu ne pourras plus m'atteindre. Et on sent qu'il y a une rencontre en fait entre Sephora et Lisa Boa aussi sur ce personnage. Oui, quelque chose. Oui, la lecture de l'œuvre, quoi. Et moi, je suis un peu comme ça, puisque je suis avec Jason. et je suis assez... je suis saisie par, d'un seul coup, effectivement, ce personnage qui peut en même temps tuer comme ça, et qui accède à autre chose. Quand moi, petit être humain, moi je vais rester bien ici, je vais pas aller avec les dieux, je vais pas aller, je sais pas. Donc moi c'est plutôt sur terre, donc je suis dans autre chose en fait.
Et au fur et à mesure de la pièce, petit à petit, voilà, c'est comme s'ils se séparent aussi parce que elle va aller au-delà. Déesse et lui reste un être humain avec ses fragilités. Il y a des mues que je trouve aussi. Jason en a une pour moi aussi à la fin, mais c'est plus sur terre. Alors qu'effectivement, la Médée, j'ai l'impression dans le travail qu'on fait, dans ce que propose Sephora, c'est autre chose qui est assez déroutant. Ces mues, elles sont effectivement, vous parlez beaucoup de parcours, et c'est ce parcours que fait Médée, il est accompagné par une évolution du langage, puisqu'au début, elle ne parle quasiment pas, en fait, elle émet des sons, elle émet des hurlements, ou des formules un peu saccadées, en tout cas, voilà, et puis au fur et à mesure, quand elle avance dans son processus de réflexion, dans sa décision, elle finit par acquérir un langage très clair. Mais avant, il y a effectivement un jeu presque archaïque, en fait. Au début, et les cris et le souffle, comment est-ce que... Techniquement, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on est actrice et qu'on doit jouer cela? Est-ce qu'on convoque la technique? Est-ce qu'on convoque ses émotions? Est-ce qu'on met ses tripes sur le plateau? Comment on arrive à le faire et puis à le répéter et puis à arriver à quelque chose qui semble juste? Alors, au sujet du langage, etc., les choses sont encore, si je puis dire, en réflexion. Par exemple, ce qui se passe au filage n'est peut-être pas nécessairement ce qu'on va finir par choisir, donc tout ça reste encore en mouvement et en chantier. Mais c'est sûr qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'élaboration du langage, l'élaboration d'une stratégie aussi. En fait, pour moi, elle récupère, elle retrouve ses forces, et ses forces passent aussi par l'oratoire, par le langage simplement. Articulée, elle a clairement une idée en tête et finissent par devenir. Oui, quand même, c'est grâce à sa manière de, à ses facultés oratoires qu'elle arrive à obtenir ce qu'elle attend de la part de Créon notamment, puis plus tard de Jason. Mais effectivement, au départ, ce qui moi me plaisait et qui était du coup ce qu'on cherchait, c'est que, comme c'est dit dans le texte, elle ne parle plus, elle se contente simplement de pleurer. Et en fait, ce que je trouvais beau en tant que comédienne, c'était de chercher comment ce serait une parole qui est fracturée, une parole de l'état de choc, et qui serait délabrée, vraiment en chantier, parce que je trouvais ça beau de se dire que quand on est attaqué vraiment dans ces fondation, que ça nous coupe littéralement le souffle, et que ça nous empêche d'articuler. Donc ça, c'était une chose qui était assez plaisante. Et par rapport à toute la fabrication de tout ça, entre guillemets, c'est peut-être plus technique que ce qu'on croit, parce que pour moi, le son... J'ai l'impression de parler tout le temps de ça dès que je suis ici. Parce que je sais pas qu'on se revoit toujours que de ça. C'est la journée de la marmotte, il faut répéter inlassablement. C'est un texte comme un autre. Enfin, c'est vraiment, je prends vraiment ça à égalité avec le texte en tant que tel. C'est vraiment des choses qui me plaisent énormément, que je trouve très jouissives, et je prends vraiment, que ce soit le cri, le pleur, le son, jouer avec ses capacités vocales, c'est du même ordre pour moi que les vers, c'est exactement la même chose. Du coup, je le prends comme tel. Isaboa, ce texte, il est... la pièce est un work in progress, mais donc le texte aussi, ça veut dire que vous continuez à ajuster le texte, la mise en scène. Oui, on a ajouté du texte, on a supprimé du texte, mais l'idée principale reste que c'est un petit peu de différents paysages linguistiques
que Médée traverse. Et mais c'était magnifique avoir cette expérimentation avec Sephora parce qu'on a fait beaucoup des improvisations aussi sur le son, mais aussi avec mouvement et comment on peut déconnecter le voix avec le corps. Donc j'aime beaucoup de travailler dans cette façon aussi. Mais oui, je trouve ça intéressant qu'on reste en communication sur le texte. De temps en temps, tu sentis qu'il y a quelque chose qui n'est pas expliqué ou quelque chose qui est trop expliqué. Et dans le travail, on peut encore changer des choses. Oui. Quel est son mode opératoire, Elisabeth Brecht, alors? Comment vous fonctionnez là, puisque on est à moins de 3 semaines? Oui. Ce que j'ai vu il y a quelques jours ne sera certainement pas ce que vous avez fait aujourd'hui et pas ce qui sera. Et ce que vous avez fait aujourd'hui ne sera pas ce que vous ferez dans une semaine, si je comprends bien, et ce qui sera montré dans 3 semaines. Je sais pas ce que vous voulez. C'est une expérience différente à chaque fois. Chaque metteur en scène, on suit le cheminement de quelqu'un. J'ai l'impression qu'on a été tout de suite connecté à l'œuvre, ou en tout cas au projet, par le corps, tous ensemble. Donc, par des improvisations, d'abord à 2, à 3. Il y a quelque chose qui a circulé comme ça entre nous. Et je trouve qu'en fait, on a quand même, à travers ça, dès les premiers jours, il y a vraiment des choses qui sont sorties de ça de manière instinctive, avec des directions que tu nous donnais, mais sans qu'on sache qu'on était déjà en train peut-être d'écrire le spectacle. Alors qu'il y a plein de choses qui restent de ces improvisations. Et ça a été vraiment formidable parce qu'on a fait corps tout de suite, a fait tous ensemble et autour de son projet que tu connaissais bien avant nous. Tu avais 3 longueurs d'avance sur nous de toute façon, mais on a accroché comme ça aux choses. Et ça, c'était assez fort. Et donc après, en fait, comme Isabeau travaille sur j'ai l'impression, des accents, des équilibres, beaucoup de choses aussi sur le rythme. Enfin, on navigue aussi avec elle, on comprend quand on change quelque chose, on comprend c'est un peu comme une partition de musique qu'elle écrit sur le plateau parce que on est quand même aussi un peu comme avec Ivo Vanov aussi dans quelque chose de très fort sur le plateau. On comprend tout de suite dans quelle histoire on est, dans les images que tu donnes à voir, que tu proposes, dans la scénographie. On est déjà dans quelque chose qu'on n'a pas à produire. Et comme on a travaillé tout de suite sur le corps, c'est pareil, il y a plein de choses qu'on n'a pas eu à produire si je dois comparer avec d'autres répétitions. Et donc après, le texte est venu petit à petit et on continue d'écrire ensemble cette chose, et surtout avec toi. Et de temps en temps, entre nous, je vois, des fois, on se parle sans forcément... Elisabeth, c'est juste des petites choses, des petites connexions, mais en fait, on a été connectés très fort avec le sujet et la lecture qu'avait Elisabeth des choses. Sans que tu nous abreuves d'explications, de choses, tout ça, pas du tout. C'était assez limpide. Et ce que je pourrais ajouter là-dessus, c'est que je constate que tout est au même niveau, que ce soit la scénographie, la musique, la lumière. Il n'y a pas de hiérarchie. En fait, vraiment, on constitue un objet tous ensemble, et il n'y a pas de choses qui passent à la trappe. Tout fait sens et tout s'orchestre en même temps. Et je trouve qu'il y a énormément de présence, c'est-à-dire que il n'y a pas d'idée fixe et arrêtée auquel elle tient à tout prix. Tout est assez mouvant et en même temps, je trouve que l'Isabeau a un imaginaire qui est très très foisonnant. C'est exponentiel. Enfin, il y a pas de, c'est pas du tout limité et souvent, à la fois, elle nous demande beaucoup de concret dans le texte et en même temps, les images qu'elle convoque ou les références qu'elle convoque sont toujours assez allégoriques, assez symbolistes. Enfin, c'est quand même c'est quand même un imaginaire qui est très plastique et qui est hyper référencé, qui lui appartient quand même beaucoup. Et du coup, je trouve que la lecture de cette pièce est très, très, d'une certaine façon, assez personnelle, assez radicale. Et je sais que, par exemple,
Et c'est en ça que je dis que tout s'orchestre en même temps. C'est que si j'aurais l'envie de faire des trucs qui seraient juste des petits plaisirs de comédienne, mais qui ne servent pas le tout, très vite, je pense que c'est assez dissonant. Enfin, qu'il y a quelque chose qui... Naturellement, voilà, ne se mettrait pas en place. Oui, parce qu'en fait, dans un moment comme ça, je peux oublier qu'en fait, tout est en... Ouais. Qu'on n'est pas simplement... Comment dire, que c'est pas la scéno... Enfin, c'est pas la scéno qui nous sert ou qui est là pour qu'on puisse nous s'amuser dedans, mais tout existe comme un objet complet. Isaboa, il y a du chant, de la musique. Ça. Vous parlez d'une dimension contemplative. Oui. Elle parle beaucoup de fluidité, de féminin, de sexualité. On n'en a pas parlé, mais il est quand même question beaucoup de sexualité et de la sexualité féminine. Dans ce spectacle. Je sais pas, vous réagissez à ce qu'elles viennent de dire? Est-ce que ce sont des conversations que vous avez entre vous ou pas? Et là, comme vous êtes un peu obligé d'être dans l'analyse, vous en parlez? Je crois qu'on ne sont pas totalement en train d'analyser pendant le travail, mais c'est juste partager. Comme ça, je trouve tellement beau pour entendre les choses que vous dites, parce que c'est aussi pour moi une réflexion pour entendre comment tu le décris. C'est tellement belle, en fait. Mais je crois que je sentis souvent comme metteur en scène que je suis aussi un petit peu en train d'improviser avec eux, parce que j'ai des images dans mon tête et des atmosphères musique. J'ai le scéno, le méthode de travailler, et de temps en temps, on peut juste jeter une phrase ou jeter une image dans le groupe, et déjà tu peux voir comment ça peut être une nourriture pour des comédiens, et se laisser un petit peu seul avec de temps en temps des directions qui sont un petit peu floues, de donner une image ou une pensée, et de ne pas totalement analyser ça ensemble, mais juste donner ça dans le jeu, et ils vont découvrir peut-être qu'est-ce que ça peut signifier quand ils sont en train de jouer ensemble. Donc, oui, dans cette manière, j'ai le sentiment, on partage beaucoup, mais dans une manière très active et vraiment dans le travail. On ne prend pas beaucoup de temps pour juste être ensemble, de parler ou quelque chose comme ça. C'est très actif. La sexualité, est-ce que vous voulez, puisque elle est présente, elle est montrée même. La sexualité, tu veux dire? Oui, à montrer, oui. Oui, à quelle manière? C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Enfin, c'est quand je parlais de choix tout à l'heure, quelle Médée vous choisissez de donner à voir, il y a cette part-là qui n'est pas forcément dans d'autres représentations de Médée. Est-ce que c'est intrinsèquement lié au fait que vous soyez dans un univers féminin, et pourquoi est-ce que vous faites le choix de montrer ce désir-là, en plus en matérialisant le personnage d'Aphrodite qui ne l'est pas initialement dans la pièce, qui est responsable du désir. Oui. C'est pas superficiel, c'est toujours avec une grande profondeur, et j'utilise pour toucher à des émotions, pour toucher des areas dans des humaines où on peut partager avec. Oui. Je ne sais pas si c'est une réponse sur ton question qui est tellement grande. Pourquoi la sexualité, Isaboa? Décidément, t'as que des questions. Pourquoi Isaboa? Une question trop. Mais en même temps, parce que tout à l'heure tu parlais de chant, de danse, et quand on a commencé à faire les premières improvisations, c'était pas pour faire de la danse, c'était vraiment
du coup, je veux dire de l'expression corporelle, mais comme vraiment au sens, tu vois, théâtral en fait aussi du terme, c'est-à-dire que on s'est d'abord exprimé, nous acteurs, par nos corps, et c'est vrai que peut-être parce qu'on était plutôt plus de femmes que, c'est même pas tant ça, c'est que de ces corps-là, des choses aussi on parle, et donc quand des corps parlent, il y a aussi cette dimension de la sexualité aussi, je veux dire, parce que dans l'abandon des corps, dans le fait de chercher en impro, le fait de pas mettre de limites, et c'est vrai que ça me faisait penser à la tragédie. C'est vrai que dans les premiers jours, je me suis dit, c'est beau parce que le chant, la danse, en tout cas, ça amène du théâtre, quoi. Ça fait théâtre. Et il y avait, c'est vrai, très vite une dimension tragique, en fait. Ça amène une part de la mythologie. Les corps... ouais. Mais parce qu'il y a le cœur des femmes, qui font corps, et à l'intérieur il y a des individualités, il y a des corps différents, mais ça fait corps ensemble, et ça en fait ça a une charge émotionnelle, tragique, et en fait sexuelle aussi, ça voyage quoi en fait. Surtout qu'en plus, pour rebondir sur ce que tu dis, il faut se rappeler que les impros étaient très longues aussi. Il y a eu des impros qui ont vraiment, je pense, qui ont duré 1 heure. Mais on a commencé en sachant pas du tout où on allait, et pris dans tout ça. Enfin, donc tout ça était quand même effectivement assez intense et chargé électrique, parce que c'était, déjà il y avait une grande proximité physique. Et oui, je vois très bien ce que tu veux dire par gynécée. C'est vrai qu'il y a vraiment un truc comme ça. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et comme on était, ouais, c'était assez fort, et ça durait vraiment longtemps. Et donc dans cette temporalité-là, cet épuisement-là, il y a beaucoup de choses forcément qui t'échappent, qui descendent en fait. Et ouais, c'était vraiment fort, ces impros. Vous, ces impros, donc vous les avez provoqués, vous leur avez demandé d'improviser, et vous êtes spectatrice, vous êtes dans quelle position quand la troupe, votre distribution se met à improviser et se met à partir dans des directions intenses. C'est quoi votre position à vous en tant que metteuse en scène dans ces moments-là? Oui, je suis en train de collecter matériel, mais aussi pour faire connaissance avec eux, pour voir qu'est-ce que c'est l'imagination de eux, mais qu'est-ce que c'est aussi leur histoire, son palais. Là, mais je suis à ce moment-là aussi avec l'assistante, avec le dramaturge, nous sommes avec un grand team. Donc c'est une sorte d'intimité, mais en même temps, c'est pas un à un. Je trouve ça très important qu'il y a toujours aussi des autres en environnement. Mais par exemple, une des improvisations, c'était autour de la question, qu'est-ce que c'est l'amour pour toi? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Et comment tu peux le montrer sans l'expliquer, mais juste montrer comment ça vibre dans toi. Et donc, il y a quelqu'un qui peut bouger cet mot, l'amour, pour 10 minutes, 15 minutes. Et à ce moment-là, quand les comédiens sont en train de bouger, il y a beaucoup de choses qui sont révélées sur leur jeu, sur leur comment il peut exprimer quelque chose, qu'est-ce qui vit dans eux, et donc dans cette manière, il y a des différentes improvisation, mais aussi pour moi, pour m'aider à comprendre comment des caractères si tragiques de temps en temps, si archétypes ou si anciens de temps en temps, peut devenir du sang et du corps d'aujourd'hui. Et donc de faire des exercices comme ça m'aide pour voir les possibilités d'une scène. Et c'est souvent à la fin que j'ai le sentiment, ok, on peut créer une sorte d'intermezzo dans le spectacle pour seulement voir ça, et ça peut remplacer du texte à la fin. Parce que c'est comment ça bouge un caractère, comment m'aider, par exemple, un fait d'infanticide qu'elle a fait par improvisation aussi. Après, on a à se mettre dedans. Mais ça peut déjà supprimer de texte. C'est pas nécessaire qu'on parle encore après. Donc, c'est vraiment des créateurs. Des comédiens sont comme des créateurs. Et moi, je suis en train de faire le editing. C'est le montage que je fais à la fin. Et je trouve un rythme et je comme ça. Mais donc, la personnalité des comédiens est si importante. Et aussi, c'est tellement beau avec Médée Jasson ici, avec Suyane et Sephora. Ils donnent quelque chose si personnel et si authentique à la caractère. Et moi, je suis vraiment aussi à la recherche d'une authenticité.
Et je suis ravie en fait de travailler avec Sephora et Suliane sur cette tragédie parce que c'est vraiment un rêve. C'est vraiment quelque chose qui c'est mieux comme j'avais imaginé. J'ai les rencontré ici à la Comédie et je ne savais pas les choses peuvent être si vite et si intenses immédiatement sans avoir cette connaissance en avance. Donc ça, j'ai une dernière question, mais on va libérer Sephora parce que vous partez au Molière. Voilà, donc merci, allez-y, le taxi vous attend. Merci beaucoup. Merci. Ouais, alors, bon Molière. Merci. À demain. Ah oui, parce que demain, il faut retourner en répétition. Peut-être justement une dernière question, Lisa Boa, vous parliez de cette rencontre de rêve avec ces deux comédiennes. Est-ce que travailler avec la Comédie Française et donc les ateliers de décor et les ateliers de costumes et la troupe, avec ce que l'on sait de la troupe, et c'est cette grande exigence qu'est celle de la troupe, tout cela, on imagine, élargit forcément le champ des possibles pour la metteuse en scène que vous êtes. Est-ce que, pour autant, tous ces moyens humains, toute cette intelligence mise à votre disposition change intrinsèquement, par exemple, votre compréhension d'une pièce ou votre acception d'une pièce comme Médée? Est-ce que ça change le travail, de travailler dans ces conditions-là? Oui, est-ce que je suis claire? Oui, mais aussi c'est parce qu'en avant, je savais déjà comment on dit, de travailler avec les ateliers ici, par exemple, c'est extraordinaire, mais ça vient aussi avec beaucoup des choses qui sont très spécifiques à cet endroit ici, par exemple. Tu dois être capable de créer une scénographie ou la construction doit être dans 1 heure, par exemple, avec l'alternance. Donc, ça, c'est tellement intéressant de voir comment, quand on crée un spectacle, c'est des choses très techniques qui doivent aussi être possibles. Et donc, pour moi, c'était incroyable, en fait, que l'imaginaire et la scénographie, par exemple, peut être si grande dans un théâtre où tout doit être construit dans 1 heure. C'est pour moi quelque chose que je ne savais pas en avance que c'était possible. Mais est-ce que ces éléments-là, ça change votre vision artistique? Ou est-ce que, en fait, la forme n'impacte pas le fond? C'est une question peut-être... Oui, bien sûr. Moi, je crois en différents niveaux. Aussi, de travailler avec Euripide, ça me change. C'est toujours, je laisse un espace. C'est toujours un travail en son propre intuition. Tu es metteur en scène, mais en même temps, c'est la pièce qui te dirige. Je trouve très intéressant que c'est une voix qui apparaît dans un spectacle et te pousse vers une direction que tu peux t'étonner toi-même aussi. Ça peut vraiment être surprenante. Et je trouvais tellement beau chaque fois que la surprise est plus bien ou mieux que les choses que j'ai préparées en avance. Et j'ai le sentiment avec l'équipe ici, la troupe, mais aussi toute la maison, concernant les costumes, la scénographie, que tout a poussé vers une surprise très belle. Et je suis sûre qu'après cette expérience ici, ça va me visiter. Ça va m'encore visiter dans mon futur et dans mon avenir, je suis sûre. Mais je n'ai pas déjà une explication, je ne sais pas à quelle manière déjà, parce que ça va encore arriver. Vous savez déjà même pas à quoi va ressembler cette pièce le 12 mai. Vous avez encore du chemin. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Donc, Médée d'après Euripide du 12 mai au 24 juillet en alternance salle Richelieu, adaptation mise en scène Lisa Boa ou Brecht, avec Suliane Brahim, Sephora Pandy, Serge Bagdasarian, Bakary Sangaré, la nourrice. Didier Sandre, Anna Servinka, Elissa Aloula, Marina Hans, Léa Lopez et les académiciens Sandra Bourrenan, Yasmine Allaire et Ipek Kiné. Ce soir, dans le cadre de notre programmation numérique, nous diffusons votre discussion avec Guy Cassir, voilà, qui a eu lieu la semaine dernière ici, à la Coupole, animée par Chantal Hureau, et puis donc 11 nominations au Molière pour cette maison, voilà, qui est la vôtre, Suliane Brahim, au terme de la diffusion des Molières.
qui sont diffusées, je ne sais plus, je crois que c'est sur France 3, voilà, exactement, me dit Andrea, eh bien, sera diffusé le film Guermantes de Christophe Honoré, qui a été tourné à Marigny avec la troupe de la Comédie Française, alors que les répétitions du côté de Guermantes étaient interrompues par la pandémie. Ce sera aux alentours de 23h30. Merci encore à vous deux, c'était passionnant, c'était trop court, on n'a pas parlé des corps, on n'a pas parlé des chants, et voilà. Mais merci de votre temps, vous êtes en pleine répétition, merci infiniment et bonne semaine à toutes et à tous avec la Comédie Française.